l'information, elle doit avoir la cohérence. Pour qu'il y ait une cohérence en termes de définition, en termes de modélisation, en termes de qualité de données, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va au grain. يعني ما كافيش انه تكون عندي وهنا il faut faire attention à quelque chose qui est très important et qu'on a évoqué lié à la propriété de la donnée. La donnée n'est pas la propriété de l'ESI. Ça, il faut bien le comprendre. Le SI, c'est un acteur parmi d'autres dans le processus et dans la chaîne de traitement de la donnée. Il intervient quand la donnée devient un format numérique et il intervient principalement sur des tâches qui permettent de fluidifier, de faciliter avec le traitement. Mais il n'intervient pas sur la donnée. Il ne connaît pas par définition avec le métier qui est derrière, les règles qui vont permettre de qualifier la donnée et de s'assurer de sa véracité ou de sa crédibilité. Et donc, du coup, le SI, c'est un acteur parmi d'autres. Mais la propriété de la donnée, il faut toujours revenir aux entités métiers. Et donc, quand je la data steward, la data owner ou le CADA, c'est justement des entités métiers qui prennent la responsabilité justement sur la donnée. L'un des enjeux majeurs également de la donnée, c'est la qualité. Il ne s'agit pas juste d'avoir de la donnée. كاين واحد المثل يعني مثل معلوماتي يقول garbage in garbage out. Vous avez en entrée des données de mauvaise qualité, vous allez avoir en sortie des indicateurs de la restitution de mauvaise qualité. Donc, la source, des fois, il faut faire des traitements. La source, il faut s'assurer qu'on a de la bonne qualité. Et là, c'est important. Là également, ce n'est pas juste une question de contrôle, entre parenthèses, de format qu'on va faire au niveau des systèmes informatiques. Il y a une application et je vais développer des contrôles qui vont me permettre de s'assurer. Ça, c'est peut-être de la qualité technique. Mais le plus important, ce n'est pas la qualité technique. C'est la qualité au sens métier. Alors, un exemple, il y a quand même les données du citoyen. On m'a dit un moyen d'identifier le citoyen. On m'a dit c'est un CIN. Ou là, quelque chose qui va identifier de manière unique le citoyen. Alors j'ai un problème. Je peux avoir des doublons. Je peux avoir de la saisie multiple. Je peux avoir à la fin des statistiques qui sont faussées, qui sont erronées. Parce qu'au départ, je n'ai pas un moyen de vérifier avec l'unicité justement de la donnée. Donc la qualité de données, c'est un élément qui est très très important, qui a beaucoup plus une connotation métier. Et l'informatique, le format dialogue, il est bon. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Est-ce que c'est le bon CIN de la bonne personne? Et donc là, c'est derrière toute une chaîne de traitement, et bien sûr, il y a des responsables qui doivent s'assurer justement de... Il y a d'autres volets qui sont liés à la donnée, la protection de la donnée. On va y revenir, là, le data management, il y a des standards. Alors, parmi les standards qui sont connus, c'est le DMBOK, qui est une PMBOK pour Project Management, ou qui est une Data Management Body of Knowledge. Donc, il stipule un ensemble de choses par rapport à la donnée, et notamment en termes de protection. Donc, parce que la donnée a une chaîne, et à un moment donné, il faut la protéger, la sécuriser, s'assurer de sa cohérence et de sa pertinence. Alors après, bien sûr, on a également parlé des sources de données. Au niveau de l'administration, déjà, il faut considérer la donnée comme actif organisationnel, comme actif métier, comme actif économique. Il aime à considérer NH comme un actif. Alors tout ce qu'on va définir comme stratégie, tout ce qu'on va mettre en place comme application ne va servir à rien. C'est en fait chaque personne au niveau de l'administration, que ce soit le métier, que ce soit l'informatique, il doit considérer, comprendre que la donnée, c'est un actif très très important. Alors quand on parle d'un actif économique, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais il faut savoir que l'histoire, l'actif économique principal a évolué. Ça n'a pas toujours été la donnée. شنو l'actif économique le plus important au début de l'humanité, depuis longtemps. Les outils du travail, normalement, alors tout ce qui est matériel, etc. Là, en fait, l'actif économique, il y a une valeur économique que je peux monétiser, sur laquelle je peux capitaliser, que je dois sécuriser, l'agriculture, la nature, les aliments. D'ailleurs, la monnaie d'échange, c'était les aliments. Ou donc les aliments, puisque c'était d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi c'était l'actif économique le plus important? C'est lié à quelque chose. Voilà l'agriculture. Il y a un autre paramètre. هو ان ذاك الوقيته
L'une des grandes problématiques, il y a la problématique qui impactait fortement les sociétés, هو la famine, هو الجفاف هو المجاعة هو كذا. Donc il y avait toujours des cycles de pluie, de beau temps وكيكون كذا, وكاين des cycles اللي كيكونوا فيهم الجفاف وكذا. D'ailleurs entre parenthèses الدولة في المغرب شنو كتسمى؟ الدولة شنو كتسمى في المغرب؟ مخزن. علاش كتسمى المخزن؟ كان كيخزن هذوك لي زاليمون. فات لا كريديبيليتي ديال الدوله كانت كتجي من لو فات انها عندها مخازن. دونك لقيتي فاش الناس كيوقفوا على الماكله باش يقدروا يعيشوا بور سورفيفر، كانت الدوله هي اللي لي فور. من قبل دايوغ يافي اون بانك ديال هاد لاكتيف ايكونوميك، ديال لا بانك ديال لي زاليمون. شنو هي؟ شكون اللي عارف الاصل ديال التسميه ديال اكادير؟ اكادير شنو هي؟ من الخزين. اكزاكتومون جايه من ايغودار. دونك ايغودار دونك اكادير سي ايغودار. شنو هما واحد لي غروني كوليكتيف سيكوريزي. دونك كانوا كيطلعوا لراس الجبل وكيجدوا دوك لي زاليمون ديال لي تريبو ديال القبائل اللي دايرين بيان سور تو اليمون كونفوندو. كاين اللي عنده الزرع، كاين اللي عنده الزيتون، كاين اللي عنده كذا، وكيجمعوهم في هذاك لو غروني. كيدير عليهم واحد السيد اللي هو لامين الا بغينا نقولوا. اي اون فيت الوقيته فاش كتوقع المجاعه كيس كي فازي il partageait avec les aliments. Donc il centralisait l'actif économique, il le sécurisait, il le partageait et il le mettait à disposition des personnes dans la phase de besoin. La structure, ça vous rappelle quelque chose? Il y a le banque. Et le banque كتخزن الفلوس. داك الوقيته l'actif اللي كان ما كانش الفلوس، دونك كان les aliments. Ça vous rappelle quelque chose en termes de technologie? Les backups, data warehouse, base de données. مور الماكله راه صعيب باش سي نورمال. Le cloud. Ça vous rappelle le cloud? C'est tout simplement le cloud de l'époque. Le premier cloud اللي كان راه المغرب اللي الحمد لله خرج من الكلاود. ولكن في الشيء الماكله حنا هذاك الشيء الماكله اوني تري. شوف دابا زعما جو دي سوفون في كاع العالم كاين شي حاجه سميتها لو ماناجمنت. حنا في المغرب عندنا لو مونجمون. كاين لو ماناجمنت باغ لو مونجي. شي الناس جمعهم وكلهم شي ماكله مزيانه وكذا ويكون داك الشيء مسكي وكذا، كاع لي ديفيكولتي ولي كونفلي والمشاكل وكذا كيتحلوا كيتقادوا. هذا هو لو مونجمون. دونك اون فيت المغرب الى Donc il y avait ça, c'était l'actif économique, c'était les aliments. Mais شنو هو l'actif économique رجع؟ Deuxième actif économique, les aliments. قبل من l'argent. هذا l'actif immatériel. ان شاء الله. L'eau. L'eau a علاقه بلي aliments, parce qu'effectivement, pour avoir les aliments, il y avait l'eau, les هو la ressource principale qui permettait justement de la... D'ailleurs, entre parenthèses, là, historiquement, je crois que vous avez vu un peu البارح واش rapidement واحد le slide اللي كيتكلم على l'évolution de la société agricole كذا كذا. Mais en fait, إلا لاحظتيو les villes, les agglomérations, les regroupements humains فين كانوا دائما autour ديال الواد ولا autour ديال السوق ولا autour ديال الولي الصالح. ماشي في المغرب، بارتو دون لو موند. راه حتى لي فيل كتلقى سان بيترسبورغ، سان تيتيان، دونك ديما كتلقى عندنا 3 ريسورس اللي هما الماكله. دونك خصني الواد، خصني الماء باش بوغ افوار كذا. دونك كتلقى واد كذا، ولا كتلقى السوق باسكو هذيك لي زاليمون يفو لي ايشونجي، يفو لي فوندر، يفو بوفوار لي سيركولي. يخص السوق. ماشي باش المغرب كتلقى 2 شتوكه و3 فيني و4 العونات وخميس الزمامره وجمعه السحيم وسبت كزوله وحد شنو. الحمد لله كاين بزاف د الحدوده. دونك tout ça a évolué pour passer à un deuxième actif. Le deuxième actif, c'était les matières premières et notamment l'or, l'argent. Donc الذهب رجع هو l'actif économique. Et bien sûr الذهب خصو يتخزن ويتسيكوريزا ويتسونتراليزا ويتبارطاجا au moment du besoin. داكور؟ علاش؟ لان الذهب يمكن تشري به ولا تيشونجي به كاع هذوك لي ماتيير دون اون بيزون. هذاك الذهب في الاول كانت هو لا موني. فاش تكريات لا موني انيسيالمون كتلقى لا فالور ديالها فيها، داكشي فاش كان الدرهم والدينار وكذا كتلقاها من الذهب ومن الفضه. دونك لا طاي ديالو والوزن ديالو هو لا فالور ديالو، حيت هو من الذهب اصلا.
من بعد واحد الوقيته on a détaché هاد دونك on a créé العمله اللي هي اوراق وحديد وكذا ولكن derrière il y avait toujours un sous-jacent en or ما يمكنلكش تطبع الفلوس بلا ما يكون عندك الذهب حتى الفوقاش. C'est un système qui a continué pendant des siècles et des siècles jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis ont décidé de manière unilatérale, parce qu'il y a c'est le premier gagnant, انها تفصل بين الطبيعه ديال الفلوس باسكو الدولار جا هو لا موني كي يوتيليزي partout dans les échanges internationaux تفصل بين الطبيعه ديال الفلوس وبين علاش سي امبورطون يكون الذهب derrière pour stabiliser la monnaie pour ne pas avoir d'inflation parce qu'aujourd'hui c'est très simple il a طبعتي الفلوس ce qu'on appelle passer à la planche à billets كتسمعوا بزاف الغوفرنور ديال لا بنك سنترال كيهضر على القضيه automatiquement le résultat c'est quoi c'est l'inflation la valeur de la monnaie كتهبط automatiquement on a de l'inflation bien sûr on a rien نعطيكم واحد لا parenthèse pour حيت كاين بزاف لي parenthèses دونك الناس اللي كيعرفوا هذوك لي لونغاج القدام برولوج وسكيم وداك الشيء راه كاين فيهم بزاف ديال لي parenthèses من بعد تسد la parenthèse que je voulais ouvrir c'est سمعتوا على البيتكوين البيتكوين c'est la monnaie virtuelle, c'est la crypto-monnaie, d'accord. Pourquoi il a été créé? Est-ce que vous avez une idée? Foucache la date, l'année, فاش تكريات 4 ans, يعني 2016, là, j'ai 2016. 2 ans. Bien avant. Foucache, il y a une date. Et la date, elle est significative. 2011. مازال ما جبتيوهاش. 2009. علاش 2009 لا كريز شنو اللي وقع في لا كريز ايكونوميك سي بور سا دايوغ ماشي البيتكوين جا هكذا il y a eu un problème parce que les banques étaient commençaient à être défaillantes à cause de la crise des subprimes وكذا شنو داروا les banques centrales il fallait faire le sauvetage des banques pour faire le sauvetage des banques شنو نديروا طبعوا الفلوس donc نطبعوا الفلوس les banques ils sont sauvés qui paie les pots cassés c'est le citoyen qui va subir l'inflation. Alors les gens, les Tfarjov, Casa des Papel, par exemple, l'histoire tourne autour de, entre parenthèses, la malidée ftali, le flous, ou ça fait. Parce que les banques centrales n'ont pas joué le rôle normalement qu'ils devaient jouer, ils doivent protéger d'abord le citoyen. Bien sûr, le sauvetage des banques, c'était également pour sauver les épargnes, l'économie. Très bien. Donc, tu crées le Bitcoin. C'est le principe du Bitcoin. Alors, tu crées. Alors aujourd'hui la crypto-monnaie, il n'y a pas que le Bitcoin. Aujourd'hui, il y a un projet de Facebook, les Libra. Bon, Libra ou les Mabrash. Hein? Pour ne pas tracer les transactions, ça c'est une fonctionnalité parmi d'autres. Nouvelle monnaie pour l'échange, oui, pour centraliser. Décentraliser. Alors, décentraliser, réellement, c'est que les gens n'ont plus confiance en un régulateur. Donc, en tant que citoyen, la Banque centrale, la Banque centrale, elle joue l'intérêt des grandes entreprises, des banques. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire confiance à autre chose. Je dois dire autre chose. Le principe du Bitcoin, c'est quoi? Derrière l'architecture, ça s'appelle la blockchain. Vous avez peut-être entendu parler de blockchain. La blockchain, c'est quoi? Ça veut dire chaque transaction, au lieu de valider de la Banque centrale, ce qu'on appelle un tiers de confiance, et elle va être validée par une chaîne de blocs. En fait, c'est des nœuds. C'est pour ça qu'il y a eu un nouveau métier, le mineur de Bitcoin. Il a ce métier au mineur de Bitcoin. Donc, ils ont d'ailleurs fait, quand le Maghreb a réagi par rapport au Bitcoin, quand ils ont du matériel pour le minage du Bitcoin. Et c'est en fait pour valider les transactions du Bitcoin. Donc, il y a 10 000 nœuds. Et les transactions sur le Bitcoin sont enregistrées des bases de données qui sont cryptées et immuables, mais qui changent 10 000 en placement. Ça veut dire, subhanallah, quand chez modification, le trafic d'un nœud, il y a toujours les 9900 nœuds qui restent, qui vont valider la transaction. Le principe de la blockchain, finalement, c'est le principe du hadith al-mutawatir. Le hadith al-mutawatir, c'est ما رواه الجماعة عن الجماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. C'est le même principe. عندي 10,000 ديال les nœuds qui vont valider une transaction. Ils n'ont pas de communication entre eux, ils ne peuvent pas être truqués, trafiqués, tous.
C'est le même principe. Alors, je vais te dire pour dire que aujourd'hui, en fait, on fait confiance à quoi fait le Bitcoin? Qui est digne de confiance? Qui est source de confiance? Qui centralise la confiance? Ah, ou la décentralise la confiance. Parce que c'est effectivement une décentralisation de la confiance. Le sujet, c'est un sujet technologique, mais au final, c'est un sujet qui est beaucoup plus humain qu'on le croit. On place la confiance dans les algorithmes. Ce qu'on appelle l'algorithmocratie. Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a deux grandes... Oui. Je connais le moulin. Là, il n'y a pas. Alors, le principe de base était très clair. Bien sûr, il y a des algorithmes qui permettent de valider les transactions, de s'assurer de leur véracité. Initialement, le nombre de bitcoins qui ont été injectés dans le réseau, il est le même, il ne change pas. C'est la valeur qui change dès le bitcoin. Une banque centrale a un nombre de pièces de monnaie, c'est les mêmes pièces de monnaie qui circulent. D'accord? Bien sûr, la valeur, elle fluctue. C'est ce qui fait, en fait, aujourd'hui, ce qui fait peur aux gens par rapport au bitcoin. Maintenant, il y a une fluctuation, parce que derrière, il n'y a pas d'organisme qui va au grain. C'est les mécanismes de l'offre et la demande. Qui a fait l'algorithme? Alors, c'est Satoshi Nakamoto. اللي ما كاينش شي حد اللي عارفه. هناك من الناس من يقولوا انه ايلون ماسك. Voilà, Elon Musk. كاين اللي كيقول بانه le créateur ديال Bitcoin, c'est Elon Musk. Mais le principe est toujours que, finalement, je fais plus confiance à un algorithme que je le fais en un être humain. La logique d'un algorithme, généralement, mais une mauvaise intention, mais des a priori, mais une orientation politique ou un préjugé, et donc je peux faire plus confiance aux algorithmes. D'ailleurs, il y a un autre mouvement qui s'appelle la datacratie, qui est l'algorithmocratie, ou qui est la datacratie. C'est le règne de la donnée. Aujourd'hui, c'est une réalité d'une manière ou d'une autre, parce que aujourd'hui, ceux qui contrôlent quelque part le monde d'une manière directe ou indirecte, c'est les Facebook, d'ailleurs, même pour les élections américaines. Vous avez entendu parler du scandale de Cambridge Analytica. Ça veut dire, en fait, 50 millions d'électeurs américains, les élections dès 2016, ont été ciblés par des campagnes de micro-marketing pour qu'ils changent d'avis, sur la base de données qui existaient sur Facebook. منهم هذوك لي دوني ديال لي كويز، عرفتي هذوك الكويز ديال انت الا تزاديتي نورمالمون راك الجنسيه ديالك استراليا تقلبتي في المغرب، ولا شكون هو لاكتور اللي غتشبه له فاش تكبر وداك الشيء كامل. C'est des moyens de capter de la donnée pour pouvoir connaître la personnalité et cibler ces personnes avec ce qu'on appelle du micro-marketing, pour qu'ils changent d'avis, ou là pour qu'on oriente leur avis sur quelque chose. Aujourd'hui, c'est une pratique courante. Aujourd'hui, sur Facebook ou Kada, les opinions publiques sont créées selon ce qu'on vous recommande. En fait, l'algorithme de recommandation, l'algorithme aujourd'hui avec le fil d'actualité de Facebook, je connais qui définit. Alors, ce n'est pas le plus récent. C'est les interactions, c'est les préférences dialogues, c'est avec le post qui a eu le plus de commentaires, les interactions, c'est beaucoup de paramètres. D'ailleurs, la manquée entre le Facebook, ou afficher les plus récents. Tu vas voir d'autres publications. Donc, il y a des publications que vous n'allez pas voir, ou il y a des publications que vous allez voir. Et vous allez les voir parce qu'il y a un algorithme derrière, bien intentionné ou mal intentionné, qui va orienter ce que vous allez voir. D'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice. Essayez de changer certains éléments, les préférences. Changer bien sûr les abonnements. Ou là, changer la façon avec laquelle vous affichez votre fil d'actualité. Affichez les plus récents. Vous allez voir un autre monde. Donc le monde que vous voyez sur Facebook, c'est un monde qui est d'une manière ou d'une autre orienté, et c'est ce qu'on appelle la datacratie. C'est-à-dire en fait, dès que les gouvernements qui déroulent à travers les médias pour orienter l'opinion publique au Canada, aujourd'hui, c'est fait d'une autre manière, et ce n'est pas les gouvernements qui le font, c'est les géants. Donc pour revenir à la parenthèse, je venais justement à la question de la donnée, et bien sûr son importance aujourd'hui. Donc la donnée combinée avec les algorithmes, ça fait aujourd'hui une puissance qui est très importante. L'intelligence artificielle, finalement, c'est quoi l'intelligence artificielle?
c'est les algorithmes. شنو هي Alors là, l'intelligence artificielle, c'est un moteur. شنو le carburant ديالو C'est la donnée. Donc, intelligence artificielle sans données, ça n'existe pas. يعني غدير un algorithme ولكن qui ne va pas être suffisamment fiable. Aujourd'hui, مثلا في المغرب, علاش on n'arrive pas à sortir des projets, de vrais projets d'intelligence artificielle? Parce qu'on n'a pas la donnée au format numérique. Aussi simple que ça. Vous avez la donnée au format numérique, vous pouvez construire une intelligence, et bien sûr, derrière les algorithmes, c'est des algorithmes qui sont plus ou moins standards. Avec Chili, que vous allez trouver, par exemple, pour la reconnaissance vocale, là, ça existe. L'algorithme existe. Mais il faut que vous ayez des données, مثلا بالدارجة ولا بالشلحة ولا كذا, pour faire de la reconnaissance vocale, بالدارجة ولا بالشلحة. Est-ce qu'on a ça? On n'a pas. Qui est là? Là, c'est Google, c'est Facebook. Aujourd'hui, vous pouvez faire l'exercice. Trouvez le Google Account History et vous allez découvrir des choses que vous ne savez même pas que ça existe. Vous avez des enregistrements audio d'IELCOM, ou des personnes qui ont utilisé le téléphone, qui existent, qui ont été enregistrées, que vous ne savez pas. Bien sûr, il y a l'historique de vos localisations. Il y a des photos que vous... Google Account History. Facebook, il y a également des choses. Vous pouvez trouver des SMS قدام. فاش كان عندك تليفون آخر. وممكن تلقى des contacts que vous avez perdus dans un ancien téléphone. ما في اخباركمش غنخلعكم شويه ها les photos ils existent sur Google Photos si vous alors normalement par défaut il y a la synchronisation mais normalement vous pouvez retrouver des photos très anciennes sur Google Photos par défaut tout ce que vous saisissez sur votre téléphone il sera utilisé contre vous ou pour vous même après c'est même les suppressions. Alors, sur beaucoup de choses, il n'y a pas de suppression. En fait, pourquoi aujourd'hui ils ont cette puissance? C'est parce qu'ils ont cette donnée. C'est cette donnée qui fait... Comme un exemple très simple. Les gens qui ont utilisé Siri, par exemple, ou Google Assistant, ou Samsung. Ceux qui ont utilisé donc, les assistants personnels, il y a un mécanisme de reconnaissance vocale. Je veux aller au restaurant le plus proche, au restaurant asiatique le plus proche. Le mécanisme de reconnaissance vocale, il a rejeté 4 ans, 5 ans en arrière, il n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils arrivent à reconnaître peut-être 80% de ce que vous dites. C'est comme un autre exemple. Ça, c'est un exemple encore plus flagrant. Il a rejeté le Google Photos. Vous allez voir que vous pouvez organiser vos photos selon la personne avec qui vous avez pris la photo. Et ils arrivent à reconnaître avec la personne, même une différence d'âge, un intervalle d'âge de 10 ans, de 15 ans. Ils arrivent à trouver même dans leur évolution dans l'âge. Comment ils font? l'application سميتها FaceApp. FaceApp واحد لابليكاسيون يمكن لك تدخل تصويرتك وكيخرج لك صورتك من بعد 20 عام زعما فاش تكبر وتشرف وداك الشيء. C'est de la capture de la donnée. Ils vont capturer vos photos, ils ont accès bien sûr pour pouvoir saisir, introduire une photo, vous leur donnez accès à vos photos. Et ils vont utiliser ces photos-là, parce que c'est des photos d'IELC, pour alimenter leurs algorithmes et pour les rendre encore plus puissants. Et donc pour garantir la pertinence de la reconnaissance. Ça c'est juste un exemple, mais il faut... Les CAPTCHA. Tu vois, les CAPTCHA, فاش كتبغي تدخل هذا وكيخرج لك من قبل كانوا شنو كانوا كيخرجوا دي كاركتير ياك كاركتير هو كتلقى شي ال مايله شي ال منقصه وحده بالمينيسكول وحده بالماجيسكول سي بوركوا سي يوتيليزي شنو كيديروا بهذيك لي كابتشا سي بور لا ريكونيسونس دو كاركتير في هذيك الوقيته دابا رجعوا كيخرجوا دي زيماج يقول لك ان بوس ريكونيسي كو سي ان بوس. La même chose, c'est pour alimenter les algorithmes d'intelligence. En fait, faites que vous vérifiez que c'est un bus, quand vous allez sélectionner des bus, bien sûr, vous allez le faire pour passer l'étape suivante. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'alimenter une base d'images d'un bus. Et c'est des bases d'images qui sont vérifiées, en fait, ce qu'on appelle taguées. C'est-à-dire quoi taguer? Les algorithmes d'intelligence artificielle, le principe il est très simple. Ça peut paraître complexe, que finalement l'intelligence artificielle c'est quoi?
c'est du machine learning en bonne partie. Ça veut dire permettre à la machine de pouvoir faire ce que fait l'homme. Aujourd'hui, maintenant, il a un homme, même un enfant. L'image ou la photo d'un chat, il va le reconnaître. Mais l'ordinateur, comment il va reconnaître qu'une photo, il y a un chat? Sachant qu'un chat, ممكن يكون كاع الالوان كذا ممكن يكون صغير ممكن يكون كبير ممكن يكون مايل ممكن متكي يكون واقف يكون. Qu'est-ce qu'il faut? عندي une base, ce qu'on appelle une base d'apprentissage, un dataset d'apprentissage, d'accord? Qui a مثلا 100 photos ديال un chat. Donc qu'est-ce que fait l'ordinateur? Il construit un modèle de ce que c'est qu'un chat. فاش تجيك une photo اللي فيها هاد كذا ولي بوان متقاربين ولا كولور كذا وكذا يفي هاد لو موديل هذا derrière فاش كتجيب له une nouvelle photo sur la base ديال الموديل كيقول لك est-ce que c'est un chat c'est pas un chat. Bien sûr il a عطيته 100 photos, il y a un risque d'erreur qui peut être مثلا de 20 ou 30%. ولا عطيته 10 000 photos, le risque d'erreur diminue. ولا عطيته 1 million de photos, je peux arriver à un niveau de précision presque similaire à ce que peut faire un homme. Et aujourd'hui, les mécanismes et les algorithmes d'intelligence artificielle, ceux qui sont puissants, c'est ceux qui ont le maximum de données. Ceux qui ont le maximum de données, malheureusement, ce n'est pas les gouvernements, ce n'est pas les entreprises locales, c'est principalement les gens du web. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de choses de ce qu'ils font se fait par intelligence artificielle. Parce qu'Amazon, c'est le leader, ils ont gagné de l'argent. Aujourd'hui, il y a des entrepôts d'Amazon qui travaillent à 70% avec de l'intelligence artificielle. Soit avec des robots, donc toute la logistique se fait à travers des robots. Donc aujourd'hui, c'est de la réalité. Ce qui alimente cette réalité, ce qui fait de la puissance des algorithmes, c'est la donnée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que de la donnée, c'est le nouvel actif économique. هضرت لكم على les actifs économiques, هضرنا على الذهب, من بعد رجعت la monnaie, c'est pour ça qu'on a créé des banques. L'un des actifs économiques les plus importants, c'est le pétrole. Aujourd'hui, d'ailleurs, le pétrole, il fallait le centraliser, il fallait faire un truc logistique. Les puissances mondiales, aussi bien en termes de société, l'argent, parce que tu vois les sociétés les mieux valorisées, les 10 premiers, les 4 géants du pétrole. ExxonMobil, ceux qui sont connus, Shell et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils n'existent pas dans les 10 premiers. Les hommes, bien sûr, les plus riches, la même chose, ceux qui ont développé leur fortune autour, justement, du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, l'actif économique le plus important, c'est la data. La façon avec laquelle on le centralise, on le met à disposition, on le capture, on l'analyse et on crée avec de la connaissance et de l'intelligence, c'est ce qui fait la différence en termes de performance, de pouvoir et de puissance entre un homme et un autre homme, entre une entreprise et une autre entreprise, entre une administration et une autre administration, entre un pays et un autre pays. Et donc il faut vraiment intégrer le fait que la donnée soit aujourd'hui un actif économique important. Alors, parlons d'architecture. Ça, c'est juste un exemple d'architecture et de comment on peut intégrer, structurer une architecture au niveau d'une administration, au niveau d'une entreprise. Généralement, toutes les administrations, toutes les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont différentes couches. Première couche, c'est la partie frontale. La partie frontale, c'est les applications mobiles, le site web, les différents services qui sont en ligne et bien entendu les interfaces des applications. Pour pouvoir permettre l'accès à travers cette couche frontale, on a besoin d'un annuaire centralisé, où là, on va avoir le référentiel, comme on a dit tout à l'heure, des identités, ou des comptes utilisateurs. Après, l'un des points d'entrée principaux quand on rentre dans une application, un utilisateur qu'est-ce qui intéresse un utilisateur dans une application, au final? L'ergonomie, facilité, utilité, le service. Alors le service, finalement, c'est quoi? C'est souvent de la restitution, du reporting, des indicateurs, des tableaux de bord. Parce que il n'est pas intéressé par saisir. Un utilisateur, bien sûr, il a besoin de saisir, on est obligé. Mais ce qui l'intéresse au final, c'est quoi? Pour être plus performant, pour pouvoir justement répondre et faire de manière optimale son travail, c'est d'avoir les restitutions. Donc la couche qui doit être juste derrière la couche de présentation, c'est quoi? C'est la couche de pilotage. C'est là où je vais avoir la synthèse des les données que je construis, que je produis et sur lesquelles je capitalise.
Derrière la couche de pilotage, qu'est-ce que j'ai? La partie infrastructure, les applications, j'ai ce qu'on appelle une couche d'intégration et d'orchestration. Pourquoi la couche d'intégration et d'orchestration est importante? Parce qu'au final, qu'est-ce que j'expose à un utilisateur? Ou là un citoyen? Ou là un client? Ou là un fournisseur? Qu'est-ce que je lui expose? Je lui expose le point d'accès à quoi? Un processus métier. Finalement, le citoyen, je fais un service en ligne pour la création d'entreprise. Derrière la création d'entreprise, c'est quoi? C'est un processus métier qui est transversal entre plusieurs administrations. Donc il abrise avec l'utilisateur. Et bien sûr, il doit avoir une interface avec une expérience utilisateur, une authentification. Éventuellement, il peut accéder à des indicateurs, à des tableaux de bord. Et ce qui l'intéresse, lui, c'est quoi? C'est d'initier avec le processus. Et le processus, pour le faire, pour l'intégrer, il faut avoir une couche d'orchestration. Orchestration, pensez workflow. Un moteur de workflow, la GED. L'intérêt de la GED, c'est que ça permet de structurer un flux de travail. Flux de travail, c'est quoi? Quand déposer une demande, avec la demande dans une chaîne, quelqu'un qui va valider quelque chose, qui va rentrer quelque chose, qui va la passer à une autre personne, et ainsi de suite. Ça peut être un flux de travail à l'intérieur de l'entreprise, de l'administration, comme ça peut être un flux de travail transverse. Aujourd'hui, c'est la création d'entreprise, PESCAT 12. C'est le certificat négatif. On a de l'AMPIC. Le certificat négatif, c'est déposer le dossier auprès du tribunal de commerce. Le RC, c'est bien sûr l'ICE, l'IKG, le ministère des Finances. Donc, on a un ensemble de tâches à faire. Donc, les tâches, c'est un processus métier qui est orchestré et qui peut avoir besoin d'intégration. Et c'est là où je vais taper dans les applications, dans les systèmes, dans les... J'aurais besoin de capturer une information avec le citoyen, sur l'entreprise, même le ministère des Finances, ou le ministère de l'Intérieur. Là, j'aurais besoin de s'intégrer. Donc, j'ai besoin d'une couche d'intégration. Et c'est après que je vais avoir ce qu'on appelle un back-office. Alors, un back-office, la terminologie, notamment bancaire, le front-office ou le back-office. Généralement également le middle-office. Front-office, regarde ce qui est visible. L'équiben, ça veut dire en fait le chargé de clientèle, il est le front-office. Je vais te présenter une demande, c'est auprès du chargé de clientèle. Ou la demande qui saisit le chargé de clientèle, il y a beaucoup de choses qui se font derrière, qui sont invisibles, transparentes avec le client. C'est ce qu'on appelle le back-office. C'est là où je vais trouver mes applications, mes bases de données, mes référentiels, tout ce qui va permettre, et bien entendu l'infrastructure qui les supporte, qui va permettre d'opérer ces processus, de les orchestrer et de fournir le service pour l'utilisateur. Donc ça, c'est juste un exemple. Alors on peut développer, mais c'est juste un exemple. Ça, si vous voulez, c'est un schéma type d'architecture. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle une architecture applicative. DL, un système d'information. Alors, remarquez, ce qu'on a ici, c'est un schéma d'architecture transverse. Il y a le SICAML, mais il y a une application. Bien sûr, faut l'application. Alors, je vais avoir les trois couches, couche présentation, couche traitement, la couche métier, couche accès à la base de données, avec les frameworks que vous connaissez, avec les outils, les technologies, peu importe. Mais ça, on est en train de parler du système d'information dans sa globalité. Alors, le système d'information, je nous dis, en point d'entrée. Point d'entrée, c'est quoi? C'est des utilisateurs. Il faut que je comprenne que, et je ne développe pas nécessairement pour un seul utilisateur. Alors, est-ce qu'on a une vue le client final, l'utilisateur, le citoyen? Donc, on a une vue le fonctionnaire, l'employé, ou le fonctionnaire, on a plusieurs fonctionnaires. On a la vue en face le client, ou le citoyen, on a une vue qui est de l'administrateur, et ainsi de suite. Je peux avoir également d'autres vues. Le même système. هذاك السيستم بحال دابا ديال الرخص راه كاين l'architecte وكاين le citoyen ولكن même في وسط bien sûr l'administration qui est un ensemble d'acteurs ou même je peux avoir des acteurs tiers مثلا une autre administration. Donc فاش développer un système pour une administration, alors des fois j'ai besoin de prendre en considération qu'il y a une autre administration qui a besoin de s'intégrer, de s'interfacer ou là carrément de consulter. Et donc c'est toutes les parties prenantes. D'accord? C'est même les agences gouvernementales, tierces ou les chihages. Donc, il faut savoir que de plus en plus, alors, chez les entreprises principalement, on parle de multicanalité. Alors, initialement, on parlait de multicanalité, de multicanal. En fait, j'expose aux citoyens
ما خصهاش تكون فيها سول كانال. الكانال كلاسيك شنو هو؟ بون كانال كلاسيك زعما الا بغينا نتكلم على كانال فيزيك، لو كانال كلاسيك هو غيمشي للادمينستراسيون، يمشي للمقاطعه ولا يمشي لا ديريكسيون ريجيونال ولا يمشي لكذا. سا سي لو كانال فيزيك كلاسيك. لو كانال ديجيتال كلاسيك هو لو ويب. هنا كيقول لك لا سي با كو لو ويب ولا كو il faut que ça soit multicanal. Alors multicanal, c'est-à-dire en fait le web oui, mais le mobile. Alors aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le mobile first. En fait, chez Mrat, il faut développer la chose pour le mobile avant de la développer sur le web. Les utilisateurs, ils sont plus sur le mobile que sur le web. Donc, le mobile est peut-être plus important en termes de priorité que la partie web. Mais le web est également important, parce qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas des smartphones. D'accord? Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres canaux? Maintenant, c'est du brainstorming. Est-ce que c'est suffisant? Les citoyens, ils ont accès à une connexion Internet pour pouvoir accéder à partir du mobile ou du web. Qu'est-ce que je peux offrir d'autre, de plus? Quel est un autre canal qui peut être intéressant? Le centre d'appel. Alors le centre d'appel a deux manières, deux optiques différentes. Quel est ce qu'on appelle le serveur vocal interactif? السيد كيدخل كيهضر مع شي واحد، bien sûr c'est un serveur automatique. Voulez-vous بحال داكشي اللي كان في les opérateurs télécoms فاش كتبغي دير une opération. Tapez 1 pour كذا, tapez 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que tu arrives. Ça c'est un canal. D'accord? وكاين l'autre canal, c'est le centre d'appel. C'est en fait كتصل بشي واحد كتهضر معاه. Généralement le serveur vocal interactif كيكون associé à un centre d'appel. فاش كتسالي ولا فاش ما كيعجبك كاع ديك les options ولا كذا, tu peux contacter le centre de relation clientèle. Mais ça veut dire que le cerveau vocal interactif, il va te permettre de faire les mêmes opérations que tu peux faire sur votre mobile, sur le web. Est-ce qu'il y a un autre canal? Il y a des canaux qui sont subsidiaires à le web ou le mobile. Mais ils sont utiles en termes d'expérience utilisateur. Il y a le canal qui est très important. Les rois. Et voir le chat. C'est un canal. Aujourd'hui, parmi les meilleures expériences utilisateurs que vous pouvez avoir, c'est l'expérience utilisateur de WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp, c'est une application qui est utilisée par des femmes au foyer qui ont 70 ans, qui peut être utilisée par un enfant qui a 10 ans ou là moins. C'est une application qui peut être utilisée partout dans le monde, par toute personne, quel que soit. Alash. Qu'est-ce qui a fait la réussite de WhatsApp? C'est la facilité d'utilisation. D'ailleurs, Facebook achète WhatsApp avec le prix. Il a racheté WhatsApp. Alors, il fallait l'acheter, bien sûr, mais il a acheté également une base de données, ce qui est important, parce que WhatsApp, on échange. Et quand on échange, il y a des intérêts qui se présentent. En fait, une personne est intéressée par le voyage. Elle est en train de parler de voyage, donc automatiquement, d'ailleurs, يهضر على شي حاجه في واتساب وتدخل لجوجل تلقى ولا فيسبوك تلقى دي تروك سيبلي. شي مرات ماشي انت كتكتبها كتهضر على الحاجه. زعما بسم الله الرحمن الرحيم زعما شي مرات كتقول واش هادو معانا واش. Alors, ça c'est un exemple de canal. علاش كنتكلم على الشات؟ لان aujourd'hui عنده deux avantages. Premier avantage, c'est que ça peut être complètement automatisé. Ça c'est assez extraordinaire. C'est en utilisant ce qu'on appelle les chatbots. Les chatbots, c'est le robot de messagerie. Le robot de messagerie, c'est des robots qui sont automatisés. En fait, c'est de l'intelligence artificielle qu'on a développée. Alors bien sûr, sur la base, les questions liées le centre de relations clientèle, كنجمعهم وكنديفلوبي واحد لو روبو اللي على حساب هذيك لا كيسيون ديال ليوتيليزاتور كي ديتيكتي دي موكلي وسور لا باز ديال لي موكلي il comprend quel est le besoin et il répond en conséquence. Des réponses bien sûr sont là. Et au fur et à mesure que je reçois des questions, je vais enrichir et alimenter avec le moteur ديال le chatbot. L'avantage qu'a le chatbot, c'est que c'est une interface qui est très simple. Il peut être adapté même à quelqu'un اللي ماشي بالضروره قاري ولا فاهم ولا خصو انستالي لابليكاسيون, il n'a rien à installer. يدخل الواتساب عنده un numéro, ou يدخل le messenger, la page Facebook, et il a derrière un robot qui va répondre à ces questions. Donc ça c'est une manière de développer la partie
entre parenthèses, centre d'appel ou la centre de relation clientèle, ولكن avec une logique automatique et en utilisant un canal qui est assez intéressant en termes d'expérience utilisateur, qui est la messagerie. Alors, la remarque qui est très très importante, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas le produit ou le service. Ce qui est vendu, ce n'est pas le produit ou le service. Ce que le client achète, ce n'est pas le produit ou le service. Ce que vous achetez. فاش كنمشي نتقدى راه ماشي هو لو برودوي ولا سيرفيس. والدليل انا نقول لكم شنو هو الدليل. الدليل est très simple. Vous allez acheter, vous choisissez d'acheter une surface commerciale. Alors que le même produit existe ailleurs. Et peut-être moins cher. Qu'est-ce que vous achetez réellement sur la surface commerciale? Hein? Un flux. La façon d'acheter. Oui. نسولكم نعطيكم واحد السؤال اخر اللي هو سيميلير. سو كون ناشيت سي ليكسبيريونس. فاش كتمشي الناس اللي كيمشيو لستاربكس، كاين شي واحد هنا من رواد ستاربكس، واش كتمشي لستاربكس باسكو لو كافي إلي بون، ولا كتمشي لستاربكس باسكو لو سيرفيس كليون إلي بون، ولا كتمشي بارابور اون اكسبيريونس. لو برودوي لو كافي ديال ستاربكس ربما تلقى هذاك القهوه اللي في راس الدرب ولا شي حاجه كيعصر لك شي قهوه احسن كاع من هذيك ديال ستاربكس. سي فري كي لا ديفيرسيتي وفرابوتشينو ما عرفتش داك الشيء وكاع داك السميات، ولكن لو برودوي peut ne pas être le meilleur produit du monde. Le service pire encore. ستاربكس اغلبيه سي دو سيلف سيرفيس. الوغ كو في القهوه راه كيجي لك كتبقى جالس معزز مكرم ويجي سيرفور وكيسوي كذا. اذا علاش الناس كيمشيو لستاربكس؟ اسكو فو سافي شنو هو لا بروبوزيسيون دو فالور ديال ستاربكس؟ كيفاش هما كيعتبروا شنو كيعطيو؟ شنو هي القيمه المضافه ديالهم؟ الوغ ستاربكس سو ديفيني ماشي كتقول لك انا جو سوي فوندور دو كافي ولا جو سوي اون شين دو كافي. قال لك نو سوم فوتر تروازيام ليو دو في. كاين الدار، كاين الخدمه، وكاين ستاربكس. ولاحظوا بان فاش كتدخل لستاربكس اون اكسبيريونس. Parmi les éléments de l'expérience كتلقى بعدا داكشي بحال ان سيجور ولا ان صالون. كاينش جلسه ديال الكراسه داكشي قاصح وداك الشيء بحال جالس في ان سيجور ولا في ان صالون. كاين دي éléments d'expérience qui vont dans le sens de la personnalisation. بحال دابا لاحظتيو باش كتدخل كتكوموندي كيقول لك سميتك باش كيكتب السميه على الاخر وكيعيط لك بسميتك. Vous croyez que c'est fortuit زعما كيديروا هادشي لله في سبيل الله. C'est bien étudié. Et la personnalisation est un besoin important en termes d'expérience. Surtout pour la nouvelle génération. La nouvelle génération, ne veut pas être traitée comme tout le monde, monsieur tout le monde. نعطي comme un exemple. Dernièrement, ما عرفتش مازال القضيه ولا مازالش، كاين داك كوكا مكتوبه فيها السميه. كتلقى قرعه كوكا مكتوبه فيها ان نو، كتلقى الناس كيمشي يقلب على لو برينون ديالو، ديك كوكا اللي فيها لو برينون ديالو. علاش؟ بحال واحد الوقيته كانوا الناس كيقلبوا على ديك الغلاقه اللي فيها الموتور اللي فيها الكيدون اللي كانت غابره ياك هي اللي غابره، هذيك هي اللي فيها الربحه. هاد الاخرين كاينين موجودين يقول لي ما كاينش وكلشي كيقلب على الكيدون. هادشي في الايام دابا. اaujourd'hui effectivement il y a des jeunes notamment كيمشي كيقلب هذيك القرعه اللي فيها سميتو. بالنسبه للكوكا شنو زادوا؟ راه الكوكا هي كوكا والقرعه هي القرعه. واش زادوك شي بركه د كوكا زايده؟ Et les gens sont prêts à chercher, et peut-être ils sont prêts même à mettre le prix. Parce que ce qu'on cherche aujourd'hui de plus en plus, ce n'est pas le produit, ce n'est pas le service, c'est l'expérience. Et donc فاش كنتكلموا على l'administration وعلاش عجبنا هاد لي كانو هاد الفيلم كامل ود لي جيزاتور، c'est parce que il faut imaginer شنو هي l'expérience. Le meilleur moyen pour imaginer l'expérience, c'est de faire de l'empathie, voire de l'immersion. L'empathie, première étape du design thinking, c'est l'empathie, se mettre à la place de l'autre. كان واحد المرة, je me rappelle, j'étais chez une multinationale dans le domaine de l'assurance, et il y avait avec le directeur général, en fait, le PDG, la convention des cadres, jamais les cadres d'Akshi, et il répétait le truc, il le répétait avec insistance, comme la formule magique qu'il a trouvée, la qualité de service, c'est de servir le client comme on veut qu'on soit servi soi-même.
Et oui, il était très content du truc, il était en train de le répéter. Mais c'est juste pour vous dire que finalement, quand on se positionne de l'autre côté, il a développé un truc pour le livrer, ben finalement, un projet informatique, je a développé chez Haja, selon le cahier de charge, et je le livre. Mais si je me pose dans la tête d'El Hadaksid qui va utiliser, il y a beaucoup de choses. Ou qui m'a dit que l'expérience, et notamment l'expérience personnalisée, elle est importante. Alors, un exemple, je crois que vous avez vu hier les tendances du gouvernement. ما عرفتش واش شتي واحد لا طوندونس سميتها نودج لا ما شتيوهاش هاد جو كو يافي ان سلايد هذا شتيوه كاين شي حاجه هنا سميتها راه نودجين فور جود نودجين فور جود alors نودج اون اونغلي هو كود كود عرفتي هذا كود كود باش كتبغي تضرب شي واحد باش تفيقو باش يدير شي حاجه هذيك هي نودج. Alors, aujourd'hui, il y a des gouvernements, entre parenthèses, dans des pays, même des pays arabes, qui ont l'équipe qui a un ministère de travail, un gouvernement arabe, qui a une équipe. Ça revient tout à l'heure avec la discussion à les ressources. Alors, c'est basé sur une théorie, c'est l'architecture des choix, qui est le livre qui est très intéressant, qui est sorti en 2009. L'auteur, mais Choice Architecture, vous pouvez le rechercher, le trouver. Le principe, il est très simple. Pour pousser les gens à prendre une décision, et notamment une agence gouvernementale, il y a des petits gestes qu'il faut changer, et ça permet de faire la différence. Ce n'est pas nécessairement un changement complet de l'architecture, de l'application, la solution, ou le système, des fois c'est un petit truc. Exemple, je n'ai la valeur par défaut. Ça peut paraître très simple. La valeur par défaut, c'est de pousser les gens à choisir l'ordre des choses. La façon avec laquelle les écrans sont conçus. Je trouve d'abord un écran l'inscription à WhatsApp ou à des applications, mais des applications juste. Un, deux champs, trois champs, un bouton, Allah yajal al-baraka. Comme un autre exemple, Google. Google, est-ce qu'il y avait d'autres moteurs de recherche? Je connais Alta Vista, ou les Cos, Exit, ou Yahoo Class, hein? Netscape, hein? لا ماشي لا كان موتور دو ريشيرش سميتو التا فيستا. المهم هادشي كنعاود على داكشي ديال الزمن الغابر. ما علينا. Pourquoi Google a réussi? شنو هي لا كارactéristique فاش بان Google qui était la plus importante? Google, c'était un champ, un bouton, les deux boutons. Il n'y a rien d'autre. قبل يلارجتي وياهو لا التا فيستا كتلقى toute la partie catégorie directory فيها les catégories, les sous-catégories ودخل وكذا. La page était trop chargée. Finalement, Google, bien sûr, il y a derrière l'algorithme également qui est très très important, mais l'un des شكون هو هذا la connexion. Alors, il y avait le problème de connexion, bien sûr, et ça Exactement. حيت داكشي كثير وكيبان لك l'actualité. Exactement. Donc l'expérience utilisateur joue également dans le sens de la performance. On a comme le deuxième exemple, ou l'exemple de l'iPhone. Alors iPhone, est-ce que c'est une innovation technologique? Fashban en 2007, premier iPhone, keynote de Steve Jobs. Je vous conseille fortement de voir les keynotes de Steve Jobs. C'est des exemples, c'est des modèles de marketing. Fashban l'iPhone la première fois, je suis à la caractéristique qui était mise en avant par Steve Jobs. Ce n'était pas une innovation. Le tactile, ça existait avant iPhone. La robustesse, il y avait des téléphones ديال حربيين بحال داك 3310 وما الى ذلك. هذوك تخدموا يد المهراس تخدموا كذا عندك بزاف ديال لي زوتيليزاسيون تضرب به شي حاد. Ça peut servir. Alors, il y a la sécurité, effectivement, là, c'est vrai, et c'est une réalité, parce que ce n'est pas un système qui est ouvert, c'est un système qui est un peu fermé, il est maîtrisé par la même société, et donc du coup, ça permettait plus de sécurité. Même en termes de performance, il y avait un gain de performance qui était considérable. Jusqu'à maintenant, ça reste quand même un avantage des iPhones. L'argument principal qui a été présenté par Steve Jobs, c'est qu'il a dit la chose suivante: on n'a pas besoin de plus d'un bouton pour contrôler son téléphone.
À l'époque, à l'époque, il y avait les BlackBerry, il y avait les Nokia avec clavier complet. زعما كتلف هذاك الكلافي وهذاك لي بوطون رقاق وداك الشيء وكذا. جاو قال لك اسيدي انت مالك على هذا. الوغ ديجا من قبل il y avait au moins 3 boutons dans un téléphone. هذاك لو بوطون الخضر والاحمر وهذاك الوسط. C'était le minimum. Sinon, il y avait les boutons numériques, ou sinon, il y avait tout le clavier alphanumérique. Donc, l'innovation ici, elle concerne quoi? C'est la forme, c'est l'expérience. C'est la simplicité qui a permis à des gens de... Alors, on a pris comme un exemple de simplicité. iPhone, par exemple, mais quand tu le branches, il s'allume tout seul. Ça peut paraître très simple, mais en termes d'expérience, c'est différent. Le fait, la notion d'App Store, on pouvait installer des applications dans des téléphones, mais il fallait avoir une technicité. La notion d'App Store, premier téléphone avec un App Store, c'est iPhone. Le principe, il est simple. يقول لك سيدي عوض ما تبقى تانستالي وخصك تكون عارف التكنيك وكذا وكذا بحال كتقدم. عندك des applications في un magasin, tu cliques, tu installes, tu n'as rien à faire en termes de configuration, en termes de version, le chicane, il est géré par l'App Store. Ça, c'est également un avantage. Donc finalement, l'innovation ici, c'est quoi? C'est une innovation en termes d'expérience utilisateur. Alors, باش نرجع لهذا القضيه ديال le nudge, il y a eu une expérience en Caroline du Nord, je crois, aux États-Unis, sur un service. Alors, بزاف ديال les administrations كيتشكاو من le citoyen. كيقول لك حنا كنلونسيو un service حتى واحد ما كي. C'est la réalité. Ou là, le nombre de personnes, l'effort de communication, le service, il y a une valeur ajoutée réelle pour les citoyens, qu'ils ne répondent pas présent. Alors, ils avaient lancé un service de consultation gratuite par un médecin de l'État pour l'ensemble des citoyens de l'État de Caroline du Nord. Mais qui يجيوش الناس. عياو ما يديروا في لي بوبليسيتي ويديروا في كذا وكيصيفطوا دي ليتر وداك الشيء كامل. Les gens ne répondaient pas présent. Alors, justement, l'équipe qui تكلمت عليها ديال Nudge ولا كتسمى BIT, Behavioral Insight Team, خدموا على un test. Ils ont testé 3 messages qui étaient envoyés par SMS aux citoyens. وهاد les 3 messages كاملين l'objectif هو d'informer le citoyen على انه كاين un service gratuit de consultation. Premier message, vous avez droit à un service de consultation gratuite auprès de l'hôpital municipal. Veuillez contacter le numéro suivant. Deuxième message, pour prendre soin de vos proches, vous devez prendre soin de vous-même. Vous avez la possibilité d'avoir une consultation gratuite auprès d'un hôpital. Veuillez contacter. Troisième message, vous avez été sélectionné pour une consultation gratuite auprès de l'hôpital municipal, veuillez contacter. À votre avis, شنو le message اللي تمشى؟ Vous avez été sélectionné. علاش؟ En fait, كتكبر به. Et ça fait partie de l'expérience. كتكبر به. Alors, aujourd'hui, est-ce que dans la réflexion de l'administration par rapport aux citoyens et aux services publics, généralement, واش هاد تكبر بلو سيتويان ولا تعطيه هاد l'expérience? Bien sûr, ça demande des ressources, on est d'accord, il y a une réflexion, il y a un travail en termes de messages, mais هاد la réflexion, elle est importante. Aujourd'hui, ici, فاش كيدخل un service public, يلقى أول حاجة le mot du ministre ولا le mot du directeur. Donc déjà هو راه كاين الديريكتور والمينستر وكاين هذاك لو سيتويان. بالنسبة لي il y a pas photo صافي راه بالنسبة لي déjà. Alors هاد ليكزومبل هذا راه كاين دو شوز كاين هاد القضيه اللي تكبر به ولا تعطيه دي زيليمون بيرسوناليزي ولا اون اكسبيريونس سبيسيفيك وكاين لو دوزيام اليمون هو لورجونس وهذه حتى هي جربوها في لو ميم ايطا اللي هو كي تقول فرق بين تقول له vous avez droit pendant un mois ولا سي لو ديرني جور عرفتي واحد لا بوبليسيتي كتجيكم في الاس ام اس ديال لو ديرني جور د لا بروموسيون العام كله لو ديرني جور عرفتيو ياك دائما وهي راه نفسها سي لو ميم بري ولكن لو ديرني جور علاش لو ديرني جور Le Hamza, déjà, bien sûr, c'est une opportunité. Donc, puisque le Hamza Kada, tu as été sélectionné,
ou la CADA, mais l'urgence elle est importante. Le processus de prise de décision de l'être humain, beaucoup d'entreprises ont découvert sur le temps. La décision, ce n'est pas un processus rationnel. Un background technique, ou d'ingénieur, ou de cadre, ou de cadre. Donc, il y a un processus rationnel de décision. La décision elle est prise rationnellement, donc A plus B est égal à C. Et il essaie de faire en sorte que, justement, avec l'application, il va permettre avec la réflexion rationnelle. Dans la réalité, ce n'est pas ça. La prise de décision, c'est un processus très complexe où il fait beaucoup de paramètres émotionnels. Au-delà du rationnel, il y a beaucoup de paramètres émotionnels. Parmi les paramètres les plus importants, on voit le paramètre d'urgence. Alors, généralement, l'homme, la femme, par définition, s'il peut reporter une décision, il va le faire. Mais c'est par procrastination. Parce que la décision, elle a des conséquences. Puisqu'elle a des conséquences, je vais essayer de la reporter, de la retarder. Je vais la retarder. Parce que c'est un processus complexe. D'ailleurs, il y a des gens dans la psychologie qui disent qu'une personne normale, elle ne peut pas prendre plus de 4 décisions importantes dans une journée. Donc les décisions importantes, parce que c'est un processus de réflexion, de comparaison, d'identification, de projection, et donc c'est un processus complexe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Mark Zuckerberg ou Steve Jobs, تلقاهم حتى في اللباس ديالهم عندهم لباس واحد. ما عرفتش واش شفتوا هذاك لاكاردروب ديال مارك زوكربيرغ عنده نفس هو تيشيرت وسروال وفي هذا كيكون واحد الكبوط شويه سي لا ميم شوز. علاش؟ هنا كيقول لك الا خسرت درت ان effort de décision dès le démarrage de la journée, درت le premier, le deuxième, le troisième, quelque chose de entre parenthèses pas très important pour lui, bien sûr c'est des choix. Au final, je vais arriver à un moment où j'ai besoin de la capacité de décision, je ne vais pas l'avoir. Et en tout cas, il y a l'élément urgence qui est important. L'élément urgence, devant l'urgence, il est obligé de prendre des décisions. Et les promotions commerciales se basent d'une manière ou d'une autre sur une logique plus ou moins d'urgence. Bon, mais c'est juste pour vous dire que chez Mrat, des paramètres très simples peuvent impacter la façon avec laquelle la décision est prise. Et dans tous les cas, le plus important dans le processus de décision, c'est quoi? C'est l'expérience. C'est pour ça que les canaux sont importants. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de multicanalité. On parle également de cross-canalité. Et aujourd'hui, on parle plus d'omnicanalité. Le farq, c'est multicanal, je peux accéder au même service sur 2, 3, 4 canaux. Cross-canalité, je peux commencer dans un canal et terminer dans un autre canal. Donc, cross-canal. En fait, le même processus, on peut نبدا في التليفون ونكملوا في الويب ولا نبدا في التليفون ونكملوا في لاجونس ولا نبدا في الواتساب ونكملوا في une application mobile. Voilà. Et l'omnicanalité, c'est vraiment une indépendance complète par rapport au canal. Mais finalement, les canaux, il كان كل canal, c'est une application à part, avec ses propres traitements, avec ses propres données, avec son propre serveur. Au final, on va se retrouver avec de la non-canalité. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir cette couche d'orchestration dès le processus, parce que l'expérience, on ne vend plus de produits et de services, on vend une expérience. L'expérience, il y a le processus qui me permet de réaliser la valeur ajoutée pour le citoyen. Donc avec le processus, il doit être suffisamment bien structuré, orchestré, dématérialisé, d'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle un ECM ou un GED, et bien entendu intégré avec les différentes applications. Donc ça, c'est un exemple, entre parenthèses type, de schéma d'architecture qui prend en considération les bonnes pratiques sur la donnée. Quand vous voyez ici, vous allez voir par exemple que ici, à l'extérieur, j'ai toute une couche d'intégration avec l'extérieur. API Web Service, Open Data, et à travers des ETL, donc pour tout ce qui est échange avec des fichiers en termes de données. Plus éventuellement ce qu'on appelle une gateway d'intégration et une gateway d'interopérabilité. C'est le projet qui est la migration depuis. La gateway d'interopérabilité, c'est depuis 2008 qu'on a le projet.
On n'est pas arrivé. Bon, la plateforme technique, elle existe, mais le problème, c'est hein, la gateway gouvernementale. En fait, aujourd'hui, la plateforme technique existe. C'est la volonté. Tout à l'heure, il y avait une discussion assez intéressante. Finalement, dans transformation digitale, il y a 90% de transformation et 10% de digital. Le plus important, ce n'est pas la technologie. On peut imaginer des choses qui peuvent utiliser des technologies très simples. J'ai vu un cas d'une entreprise simple, une PME, qui a dématérialisé tout le flux en utilisant des outils بحال Tiny Scanner. بحال Cam Scanner, il a Cam Scanner, la Tiny Scanner, ça permet de scanner. C'est un outil très simple, des fois même gratuit, qui permet de dématérialiser le flux des factures, des CADA, des commandes, les livraisons, les BL ou des chica. Donc, des fois, ce n'est pas aussi cher que ça peut paraître. Le plus difficile et le plus complexe, c'est la transformation des mindsets, de la façon de penser et d'agir des différentes parties prenantes. Machir et le fonctionnaire, et le citoyen dans beaucoup de cas. Des fois, machir et le fonctionnaire ou le citoyen, et l'entreprise qui est impliquée, ou là, les partenaires qui s'impliquent. Donc, c'est vraiment tout ce changement. Donc, on a toute l'infrastructure nécessaire pour échanger la donnée avec l'extérieur et toute l'infrastructure nécessaire pour échanger et orchestrer la donnée en interne. Donc, on dit vraiment ce qu'on peut appeler un data hub. Ça veut dire en fait, on dit le dénominateur commun, ou un moyen commun pour traiter la donnée, pour la fluidifier son échange et pour garantir sa cohérence et sa structure. Bon, ça c'est juste un exemple, mais on peut construire d'autres exemples. Alors il y a bien sûr des exemples d'architecture de données, c'est juste un exemple d'architecture de données. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la donnée, c'est qu'effectivement il y a la donnée stockée, mais avant qu'elle soit stockée, il faut qu'elle soit conçue et modélisée. Donc il y a tout le modèle conceptuel de données qui doit être structuré, qui doit être défini de manière globale dans l'entreprise. La donnée, elle est manipulée en termes de traitement, en termes de transformation, en termes d'extraction, en termes d'intégration. Et puis la donnée est analysée et restituée. Il y a une chaîne de traitement de la donnée sur laquelle, pour l'ensemble de ces briques, je dois avoir des choses. Je dois avoir bien sûr l'infrastructure informatique, donc la partie logicielle, mais je dois avoir également tout le travail de modélisation, de conception, et bien sûr la partie gouvernance. Je vais vous donner un exemple. Toute la partie requêtage et analyse de données. Alors, les besoins sont multiples. La plupart des gens, alors, classiquement, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du data warehousing. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de projets data warehouse qui ont été initiés. Alors, il y a des projets qui ont été initiés depuis 2004-2005 sur data warehouse. Bzaf les projets ne kharjouch. Je ne sais pas s'il y a une expérience réussie, peut-être si on a, je serais intéressé par l'entendre, mais à votre avis, pourquoi? Bzaf les projets data warehouse, ils n'ont pas abouti. Alors, si vous avez un cas contraire, je serais intéressé par l'entendre. Donc, quand le projet qui est initial, ou quand tu as la plateforme de data warehousing, donc il y a Oracle avec tous les outils correspondants, là, tu as SQL Server avec les SSIS, SSAS, SSRS, ou là, tu as d'autres plateformes, comme Cognos, Business Objects. Pourquoi ces projets n'arrivent pas à aboutissement? Le problème des l'actualisation des données, oui. L'API, les KPI, les indicateurs. Hein? Donc, et justement, c'est pour ça que la donnée, on dit la donnée opérationnelle, on dit la donnée décisionnelle. On la phase de l'utilisation des outils pour pouvoir restituer, là, pour construire des cubes, là, pour avoir une vue multidimensionnelle. Au niveau métier, qu'on a dit une définition des KPI. C'est qu'on a le tableau de bord que je dois construire. C'est le tableau de bord qui va me guider par rapport à ce que je dois faire. Des fois, je n'ai même pas besoin de la structure data warehouse complète. Je peux faire ce qu'on appelle de la BI léger, la business intelligence avec des outils légers. Alors, les outils légers, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Power BI par exemple, ou là de ClickSense, là de Tableau Software. C'est des outils de BI légers. Ils ne vous donnent pas avec la structure multidimensionnelle, mais ils permettent très rapidement de produire des rapports opérationnels. C'est des outils intéressants, mais qui doivent reposer sur une réflexion sur ce que je dois avoir. Parce que sinon, ça ne va pas le faire.
L'un des gros problèmes, effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, c'est des fois des problèmes également de disponibilité de la donnée, voire de qualité de données. كتلقى كاين مشكل déjà de la qualité de données. Donc quand ça خرجتي des restitutions et du reporting, ولكن كتلقاهم فيهم des contradictions. Donc du coup, on ne trouve pas un intérêt. Le problème là également, et le vrai problème, c'est un problème également de gouvernance. Le data warehouse, ce n'est pas un projet informatique, là encore, et il faut qu'il y ait un propriétaire au niveau du métier. Il y a un propriétaire au niveau du métier. Alors le propriétaire, souvent, des outils comme ça, je connais, hein, c'est le contrôle de gestion. Mais l'idéal pour un projet de ce type, c'est que le contrôle de gestion soit impliqué dès le départ. Des fois, il y a d'autres propriétaires. Il y a quand même, je construis des data marts spécifiques, un data mart client. Bon, bien sûr, il y a des administrations qui ont également des clients, mais il y a un data mart client, il y a une direction commerciale, alors c'est la direction commerciale qui doit être également impliquée, parce que c'est elle qui est concernée. D'ailleurs, l'une des utilisations premières du big data, aujourd'hui, et notamment pour l'administration, mais également pour les entreprises, c'est quoi? C'est l'utilisation pour la connaissance client, pour la connaissance citoyen. C'est-à-dire comment je regroupe des informations de différentes sources, notamment les sources internes, même des sources externes dans d'autres administrations, même les réseaux sociaux, même les capteurs, tout ce que vous pouvez imaginer, pour mieux connaître avec le citoyen. Comment il réfléchit, comment il réagit, et comment je peux le satisfaire. Et donc, faites le cas, le propriétaire de ce projet-là, ça va être beaucoup plus une direction commerciale ou autre. Donc, le volet gouvernance, c'est parmi les choses qui font défaut dans les projets Data Warehouse et qui font qu'aujourd'hui, la plupart des projets n'ont pas réussi. Il y a également le volet qui est très important, c'est un volet d'agilité. Alors, on connaît l'agilité dans le développement, la gestion de projets agiles au CADA, en itératif et incrémental, et on travaille avec des scrum, des backlogs de, je ne sais pas, ou des scrum masters, ou des product owners, on l'applique dans les projets de développement et on oublie que c'est également valable dans des projets data. Et notamment, parmi les projets les plus importants, c'est le projet de la business intelligence ou de la partie décisionnelle. Où là, il faut aller de manière agile. Je dis agile en termes de périmètre, mais également en termes de profondeur. Ça ne sert à rien d'épargner une construction très complexe. Parce que finalement, je ne vais pas montrer la valeur rapidement. L'intérêt de l'agile, c'est quoi? J'exécute, je réalise la valeur, je rectifie éventuellement, j'ai le feedback et je passe à une deuxième itération et à une troisième et une quatrième. Et j'améliore en continu. Le mouchkil عاوتاني la même chose, est-ce que l'agile est compatible avec la loi sur les marchés publics? C'est une autre grande question. Aujourd'hui, l'agilité, si on veut l'avoir dans les projets, il faut l'avoir dans les processus, il faut l'avoir dans les achats, il faut l'avoir dans le sourcing. Si on n'a pas d'agilité dans les achats, dans le sourcing, bien fait le recrutement. Là, ça ne sert à rien de parler d'agilité projet. Parce qu'au final, on va revenir toujours à des schémas de forfait, et donc on n'a pas cette flexibilité en termes de gestion. Alors, ça c'est un petit chapitre, on va le passer très rapidement, on a 2 à 3 slides, on ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est surtout la chaîne de traitement. Bon, je vais peut-être avancer, les slides, on peut y revenir par la suite. C'est surtout la chaîne de traitement de la donnée. Donc la donnée, il faut comprendre sa dynamique. Elle a une dynamique. La donnée, elle est créée. Alors pour qu'elle soit créée, elle doit être modélisée en amont. Une fois modélisée, bien sûr, elle va être créée. Une fois créée, on va la stocker quelque part. Donc elle est stockée. À partir de ce stockage, quand elle est dans la base de données, on va pouvoir l'utiliser de différentes manières. Alors l'utiliser, ça veut dire l'utiliser dans une application, l'utiliser dans du reporting, l'utiliser à travers un web service, l'utiliser à travers de l'open data. Tout ça, c'est de l'utilisation. Il y a un volet qui est très important, c'est le partage. Une donnée, par définition, par construction, elle doit être partagée. Il faut la concevoir dans le sens du partage. Après, il faut dire que des fois, dans les mentalités, avec le partage, pourquoi? Parce que des fois, le pouvoir d'une personne est construit autour de la donnée qu'elle détient. Donc, il y a des gens, il faut savoir que le savoir, c'est la seule chose qui se multiplie en se divisant. La donnée, c'est la seule chose qui se valorise, en se divisant, en se partageant. J'ai partagé avec vous des informations.
quand je sors, est-ce que j'ai moins d'informations? Là, j'ai plus d'informations. J'ai certainement plus d'informations. J'ai au moins la même information qu'initialement. Mais sinon, à travers l'échange, l'interaction, vos interventions, j'ai certainement enrichi l'information de base. المشكل هو داك القضيه ديال جو غارد لانفورماسيون بور موا وهادي عندنا في كل شيء عندنا حتى في لي زيدي دابا كاين شي وحدين كتلقى كيطيحوا عليه داك الافكار الواعره فاش كيكون كيسخن عليه الراس بالليل وداك الشيء on est de grands producteurs ديال لي زيدي mais le problème c'est que une idée s'il n'est pas partagée et surtout s'il n'est pas concrétisée ne sert à rien. La donnée s'il n'est pas partagée, s'il n'est pas dans un circuit de partage et de collaboration, elle ne sert à rien. Et bien sûr كاين واحد اللي qui va construire واحد le pouvoir fictif et temporaire sur la donnée. أنا هو مول بحال مول الفيسبوك هو مول داك لا دوني دونك زعما حتى شي واحد ما خصوش يقرب ليها. Mais c'est pas un vrai pouvoir. C'est pas un pouvoir basé sur le mérite ni sur la méritocratie. Donc au final, c'est un pouvoir éphémère, temporaire, et c'est pas un pouvoir qui est pérenne. Bien sûr, la donnée, il faut penser à la suite. Elle ne va pas être utilisée indéfiniment. À un moment donné, elle doit être archivée, voire supprimée. Donc il faut penser également dans ce qu'on appelle le cycle de vie de l'information, à la phase et au moment où elle va être archivée ou supprimée. Et il faut savoir que la donnée a une durée de vie même légale. يعني كاين la donnée elle a une durée de vie de 5 ans, كاين une donnée qui a une durée de vie de 10 ans, كاين des données qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc il faut penser est-ce que ça sert à quelque chose? Alors là, bien sûr, je peux utiliser des outils de la base de données. Il y a des outils, par exemple Oracle, je peux faire par exemple du partitioning. Je peux avoir par exemple une partition de la donnée qui est offline. C'est la même table, ولكن كنقولوا كاع داك لي دوني القدام كيفاش دونك فاش كندير اون روكيت ما عندي ما ندير انا بان اون تابل تكون فيها l'historique من 2001. Est-ce que ça sert à quelque chose? Probablement, quand je vais faire une requête, je vais faire sur les données qui sont actualisées. Donc, je garde l'archive et, bien entendu, je garde l'utilisation de ce qui est récent. Par contre, à l'archive, je peux toujours y accéder au besoin. Et, bien entendu, je peux détruire la donnée au moment opportun. Dans la même lignée et continuité, ça, c'est la chaîne de traitement également dans le cadre des big data. Vous avez certainement entendu parler de big data. Donc, big data, c'est quoi? La grosse masse de données. Voilà, j'ai beau être le concept. Je dis, baraka avec les bases de données, là, j'ai le baraka ou les outils qui existaient, كان عندنا SQL والحياة السعيدة زعما كل مرة كيخرجوا لنا شي عجبة. Bien sûr, des fois, là, c'est vrai que c'est fait juste pour vendre. دابا بحال كتلقى les constructeurs, c'est assez classique. Les constructeurs عندهم واحد l'optique شنو هي انه فاش كتخرج شي حاجه جديده هذاك الوتي اللي كان عنده قديم هو ستان اوتي بي اي كيردو سميتو بيك داتا راه هو غير باسكو il doit surfer sur la vague et sur le buzz pour pouvoir vendre plus ou vendre mieux. Donc des fois il faut pas se laisser leurrer par les noms. Mais pourquoi le big data aujourd'hui عنده une importance? Pourquoi qu'est-ce qui a changé finalement? Oui. Exactement. Donc, on dit deux choses. On dit un volume beaucoup plus important. Le volume plus important fait mouchkil le stockage, parce que les bases de données relationnelles, la logique classique, la limite de stockage, qui m'a utilisé des données, les réseaux sociaux. Un objet connecteur, il génère des données chaque seconde, chaque milliseconde des fois. Et en fait, il génère des données pour une durée assez importante. Donc, les données, des fois, je n'ai même pas la capacité de les stocker dans les bases de données classiques et relationnelles. Comme un exemple, le log monétique les banques, le GAB, normalement le GAB, il enregistre les transactions, il déroule le GAB. Ce qu'on appelle un log monétique. Le log monétique, c'est une mine d'or en termes d'information, mais c'est difficile de le stocker dans une base relationnelle. Donc, le stockage. C'est un moyen de stocker des données avec une taille beaucoup plus importante, parce qu'aujourd'hui, il y a une production très importante de la donnée. Les réseaux sociaux, l'IoT, le mobile, parce que le mobile, déjà fait pas mal de capteurs. Le mobile a fait un accéléromètre, fait un GPS, fait un capteur caméra, fait un capteur de son, fait des capteurs par rapport à la hauteur, fait beaucoup de capteurs.
Donc aujourd'hui, il y a de la donnée, il faut déjà pouvoir la stocker. Les outils classiques ne peuvent pas le faire. Mais il y en a, on a stocké ça. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que première étape, je dois l'acquérir. Donc il y a l'acquisition. Je dois capturer la donnée là où elle est. Les réseaux sociaux, les capteurs, les objets connectés, les drones, une caméra de surveillance, peu importe. On a capturé ça de la donnée. Je dois la stocker. Pour la stocker, j'ai besoin d'outils de stockage. Très bien. Mais le stockage, je dois faire quoi? Je dois requêter. Alors la requêter, c'est une base de données relationnelle. Déjà, il y a une jointure entre 4-5 tables et des tables un peu volumineuses. La requête va prendre beaucoup de temps pour s'exécuter. Si je parle de téraoctets de données, il faut oublier. Donc j'ai besoin d'autres outils de requêtage. Alors il y en a qui gèrent le big data avec une solution qui est basée sur une logique de base de données distribuée et une logique de cluster de traitement. C'est en fait, il y a traiter. Je peux dire une requête SQL select, généralement c'est un traitement séquentiel. Là, la visualisation. Un traitement séquentiel sera en fait de manière linéaire. Il y en a qui disent que là, je peux traiter en parallèle. Fais une recherche, en traiter sur deux nœuds, sur deux serveurs différents. Donc, il y a une requête qui en traiter à l'achat des serveurs. Et ça permet d'avoir une réponse ou une requête instantanée. D'accord? Donc, il y en a, on parle de cluster Hadoop. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails technologiques, mais il faut savoir qu'il y a des infrastructures spécifiques pour pouvoir faire des traitements sur des données très volumineuses. Mais je dois analyser la donnée. Et là, j'ai besoin d'algorithmes. J'ai besoin de bibliothèques ou de librairies d'algorithmes, notamment de data mining et de machine learning. C'est là où je vais, par exemple, analyser. Alors, il y en a, machine l'objectif, c'est un objectif descriptif. Pas le BI. Le BI, je ne sais pas dire. On dit une analyse de données pour avoir des indicateurs. Et là, l'objectif, c'est une analyse pour sortir des tendances, des prévisions, pour être proactif par rapport à des choses qui vont venir, pour faire une analyse et une classification des données. C'est des choses que je ne peux pas faire avec la BI classique. Donc j'ai besoin là également d'outils d'analyse spécifiques. Et enfin, il y a la restitution, où là j'ai besoin d'autres modes de visualisation. Il y a la visualisation classique, la donnée, il y a la donnée disponible dans le système d'information, généralement qui va afficher sous forme de rapport d'état, ou là sous forme de graphique classique, les barres ou les camemberts, tu sais. Et là, on parle de données de milliers, de milliers de mégas ou de gigaoctets, donc automatiquement la restitution doit être différente. Donc je dois avoir d'autres moyens de restitution. Et là, il y a la partie ce qu'on appelle data visualisation. Donc la visualisation de données, on a des outils de visualisation beaucoup plus avancés que ce qui existe dans les outils classiques. Donc finalement, on se retrouve avec la même chaîne de traitement qu'on a évoquée tout à l'heure, mais la phase d'acquisition. Donc l'acquisition, c'est la création. Après, je stocke. Après, l'utilisation, c'est toute la partie qui est ici. Je vais utiliser la donnée. Donc j'ai la même chaîne de traitement, même dans le cadre du big data. Et cette chaîne de traitement, son objectif, c'est au final de pouvoir restituer, donner un indicateur, donner une décision, alors aider à la décision, permettre de se projeter dans l'avenir, d'avoir des prévisions, d'avoir des tendances, d'avoir ce qu'on appelle des patterns, donc de sortir même la donnée brute de l'intelligence. Donc, en entrée, qu'est-ce que j'ai? La donnée brute. En sortie, en principe, j'ai de l'intelligence. Bien sûr, directement l'acquisition de l'analyse, parce que je n'ai pas besoin de stocker. Donc là, je vais analyser avec des algorithmes directement la donnée. Bien entendu, le processus, il doit être ordonnancé, industrialisé, donc j'ai besoin de services qui vont permettre justement d'industrialiser le traitement, de le rendre le plus automatique possible, pour que même l'acquisition, le capteur, qui est relevé des informations sur la température, sur la présence ou sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand on a parlé tout à l'heure d'IoT, il y a des choses qui sont très simples. Aujourd'hui, quand on a des buildings, donc il échelle automatiquement. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un capteur de mouvement et de présence. Et donc avec le capteur, c'est de l'information. Vous allez me dire à quoi ça va servir. Vous pouvez imaginer, il y a beaucoup d'utilisations. Aujourd'hui, مثلا, فاش كتدخل une agence ou là une direction régionale ou là, je peux avoir un compteur. Ça peut paraître une information non utile,
Et ça peut être énormément de richesse. علاش إني لا عرفت شحال كاين الناس في la direction régionale tout au long de la journée, je vais savoir quels sont les instants de pic. فوقاش خص يكون عندي 5 ديال لي فونكسيونير كي تريت لي دوني ديال وفوقاش خص يكون عندي ان اكزومبل تيب هو لي زوتوروت. واخا داكشي كيدار manuellement aujourd'hui, c'est pas nécessairement de l'analyse des données, mais si c'est fait à travers de l'analyse de données, je peux savoir exactement et à quel moment j'ai besoin d'avoir من هاد الجهه 10 ديال لي points de passage ومن الجهه الاخرى 3 ولا 4. Et ça, si en plus c'est combiné avec des mécanismes de contrôle et des automates et une partie industrielle, ça permet d'automatiser toute la chaîne. Les autoroutes. Hein? Alors, هذا c'est justement. دابا شوف هذا موضوع كبير لانه اصلا هذوك لي كاميرا اللي كاينين في الحوانت راه نورمالمون سي با اوتوريزي. دابا المشكل شنو هو انه في تو سكي تكنولوجيك souvent il y a le cycle technologique et le cycle réglementaire. Et souvent le cycle technologique est beaucoup plus rapide que le cycle réglementaire. Donc شي مرات خصك دوز بلا تكنولوجي وحتى توصل لواحد النيفو دو كذا عاد كتجي لا ريغلومونطاسيون pour soit pour arrêter soit pour زعما légaliser ce qui a été déjà fait soit ولكن ça dépend des types de réglementation. دابا كاين des pays اللي كتلقى une réglementation qui est basée sur ce qu'on appelle le tout sauf. Tout est permis sauf ce qui est réglementé. يعني اي حاجه ما كايناش في لا لوا راه نورمالمون il est autorisé. Généralement, c'est les pays anglophones. Les pays francophones, ils sont beaucoup plus sur une réglementation napolitaine. Il n'y a rien sauf. Tout ce qui n'est pas explicitement fixé par la loi, il est interdit. La règle, c'est l'interdiction, mais l'autorisation. Donc, parce que une logique de rien sauf, généralement, ça pose effectivement. La protection des données personnelles, il faut savoir que ça dépend de qui l'utilise. Et dans quel cadre et avec quel champ d'être. D'ailleurs, quand vous voulez déposer une demande auprès de la CNDP, généralement, il y a ce qu'on appelle un responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est par exemple l'administration. Le cas des caméras, c'est autoroute du Maroc. Donc normalement, il doit déposer. Alors, ce n'est pas nécessaire l'autorisation de la personne explicite. Par contre, d'abord, d'abord, ça dépend. L'administration, c'est impossible parce que l'administration, elle s'adresse à un nombre de personnes qui est très, très important. Quand on a une boutique, ou un magasin, ou une entreprise, ou là, d'ailleurs, c'est l'entreprise, le pointage, normalement, elle est interdite par la loi. La loi, aujourd'hui, il est un peu restrictive. Il y a normalement l'administration pour des besoins de traitement. Et dans une bulle de confiance, il y a le traitement, même la caméra, le serveur, avec toute la chaîne, qui est dans une bulle de confiance, ils peuvent avoir l'autorisation de la CNDP. Sans avoir l'autorisation de l'État. Hein? Mais chérie, la plaque d'immatriculation, c'est la personne. Elle est. Donc, par la suite, il s'est avéré que les gens des réclamations ont des problèmes, surtout le type de personnes normalement. Donc, ça, c'est des cas qui sont un peu quand même critiques. كيفاش كتشدي انت تيدو اللي معاه ولا ما تريكول بالساعه وكيمشاو وينجاو Bien sûr, exactement. Dans les caméras. Et la plaque d'immatriculation. Voilà, il y a la plaque d'immatriculation, finalement. Là, exactement. Aujourd'hui, il faut savoir que même la loi, la loi 0809, aujourd'hui, elle est trop générique. Elle n'est pas suffisamment explicite sur certains cas. Et donc, ce qui fait que le périmètre d'interprétation de la loi, il reste encore assez vague. Ce n'est pas la même chose que
France ou l'Europe, GDPR ou le Canada. Aujourd'hui, ça reste quand même une loi assez vague. Donc l'interprétation, ou c'est vraiment à l'interprétation de la CNDP, parce que généralement, tu es obligé de passer par un processus, l'effet, une demande d'autorisation, donc c'est la commission qui décide finalement. La loi, effectivement, elle est explicite, qui décale, la plaque d'immatriculation, finalement, identifie la voiture. Et en identifiant la voiture, je peux identifier, alors pas de manière exacte, parce que une voiture peut être utilisée par plusieurs personnes, mais je peux identifier le conducteur. Et donc, du coup, je peux savoir à tout moment, s'il se déplace là, où est-ce qu'il est, où est-ce que... Et d'ailleurs, bon, de toute façon, c'est utilisé. Ce que je remarque, c'est qu'il y a un manque de prise de conscience. Non, bien sûr. D'accord avec ça. Oui, on est d'accord. Ah, en fait, moi... هو شوف المغاربه طالبين غير السلاك. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu même un débat, Allah يحفظك Inch'Allah. Il y a eu même un débat, même par rapport مثلا لهذيك ديال وقايتنا. Il y a eu un débat sur la protection de la donnée personnelle. Parce que finalement, il y a une raison sanitaire, mais derrière, le risque, c'est l'utilisation sécuritaire. Parce que finalement, le fait que je suis à côté d'une personne, un endroit, ou c'est quelque chose qui... Donc, bon, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de balbutiement. Donc, la phase donc, je crois qu'on va apprendre, la prise de conscience, le grand public, monsieur tout le monde, les données ça lui appartient. Et il peut demander à tout moment de les détruire. D'ailleurs, même la loi, qui n'a pas dit, normalement, le responsable de traitement s'engage. Là, en tant que personne, la donnée soit détruite, la donnée doit être détruite. Donc, la prise de conscience, et notamment sa donnée personnelle, c'est un actif économique qui peut être utilisé pour soi ou contre soi. دابا اول حاجه شنو هي كدوز اولا افيشي ثانيا كياخذوا لوتوريزاسيون ديال لا بيرسون بحال مثلا في اون ابليكاسيون نورمالمون كاين دي كونديسيون ديوتيليزاسيون وخصهم يكونوا كونفورم على لا لوا وهذيك لي كونديسيون سي سون با كوشي اي بيان سور سي سون كوشي سا ان فيت تو اكسبت بيان سور حنا راه كنديروا وي سويفون ما عمرنا ما كنقراو داك الشيء اي مديوره بالعاني اصلا ما مفهوماش على كل حال زعما راه سي تروك جوريديك باش تفهمها خصك تكون انت هو مي او فينال او موان سا بروتيج لانه هو في الحقيقه راه في دوطخ بي كاين دي جون اللي فاش كيبغي يدخل ان سيرفيس il revoit comme même ça شي مرات كيصيفطوا لسون افوكا حنا ديجا خص يكون عندنا سون افوكا هذاك سون افوكا وسون ميدسان دو فامي وداك الشيء ما كاينش اصلا دونك هو يمشي كيصيفط هذاك يقول له واش هذا الشيء كذا كذا اسكو سي بون عاد داك الساعات كيدخل. Est-ce que ça m'engage aujourd'hui les autorisations? Il ne faut pas, parce que chez Moraz, on est dans la schizophrénie. Aujourd'hui, il y a un truc gouvernemental qui est dans l'intérêt d'une manière globale du citoyen. C'est vrai qu'il peut y avoir une utilisation sécuritaire. Ou de l'autre côté, la personne qui est installée TikTok. Avec TikTok, quand on a les autorisations possibles et imaginables. Fait les données en flashing. Bon, c'est vrai que la Chine, il faut que je directement, je en contact avec, c'est pas la même chose que le gouvernement. Mais il ne faut pas être. Beaucoup d'applications. Waze, مثلا. Waze, c'est une application israélienne qui est, bien sûr, qui a été rachetée par Google et qui aujourd'hui a opéré ces missions. Donc aujourd'hui, les données qu'on donne, c'est énorme. Viber, des applications, le nombre d'autorisations qu'ils vous demandent, c'est énorme. Ah, c'est même pas. De la donnée, l'accès, la caméra ديالك, la galerie ديالك, l'audio ديالك. Alors aujourd'hui, certaines personnes, d'ailleurs même des gens qui sont tech-savvy ou des gens qui ont une conscience de sécurité, il y a une caméra sur l'ordinateur qui est derrière un scotch. Ou des fois même la caméra du téléphone. Tant qu'ils ne l'utilisent pas, la caméra selfie, parce que des fois on donne, راه كتدخل كتانستالي لابليكاسيون كيقول لك جو فو اكسيد وشي ابليكاسيون ما عندها علاقه كاع بالكاميرا كتستطيع اكسيد الكاميرا اوتوماتيكمون
Voilà, bon, mais sachez qu'aujourd'hui, bon, il y a la loi. Après, il y a l'interprétation de la loi qui est faite par la commission liée à la commission des CNDP. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi n'est pas obligatoire à suivre. Alors, la déclaration auprès de la CNDP, elle est volontaire. Alors, ما كاين حتى شي حاجه كتوبليجي aujourd'hui هذاك le responsable de traitement, la société ou la CADA qui utilise la donnée, انها déclarer auprès de la CNDP de manière officielle. Il est جات داك الساعات كيدار le traitement. Donc il y a tout un vide juridique. دابا المشكل كما قلت هو انه كاين un cycle technologique, كاين un cycle juridique, un cycle réglementaire. الناس اللي في الجuridique وفي la partie réglementaire, généralement c'est des gens qui viennent من un monde اللي هو le droit, كيكونوا شويه كيبغيو ياخذوا وقتهم. ولكن المشكل هو انه la technologie n'attend pas. Aujourd'hui, il faut vraiment accélérer avec le cycle parce que il y a des décalages très, très importants. La technologie permet des choses, on donne accès. حتى دابا l'accès دابا aujourd'hui مثلا l'accès للفيسبوك وكذا الا شفتيو مثلا في دي ديبا اللي كاينين في فرنسا ولا في اوروب وكذا ils sont en train de restreindre même داكشي اللي auquel a accès هذوك les géants du web. Il y a même un débat في الميريكان على ان فيسبوك doit se séparer de WhatsApp ou Instagram. عرفتوا سمعتوا هذا لو ديبا هذا très dernièrement. علاش؟ لان aujourd'hui فيسبوك avec WhatsApp et Instagram هي زعما عارفه كل شيء عليك. Et donc, du coup, c'est une sorte de monopole sur la donnée. Et donc, il faut... Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on est arrivé un peu à l'objectif de la journée, c'était plus de voir, après tout ce que vous avez vu sur l'open data, c'est de voir la partie architecture de données avec tout ce que ça impacte et le volet chaîne de traitement de la donnée. Et demain, vous allez revenir un peu sur la partie open data et notamment les cas d'usage gouvernementaux de l'open data avec ces Oussama. En tout cas, j'avais le plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup pour votre présence, votre attention et l'échange qu'on a pu avoir. C'est toujours un plaisir et c'était très, très enrichissant, très intéressant. Et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, dans une prochaine session. Merci.